Là. Donc surréaliste et réaliste. Je ne sais pas si c'est compatible, je me demande ce que Breton aurait pensé de Fadala. Je n'ai pas osé demander à Fadala ce qu'il pensait de Breton. À mon avis, il ne le connaissait pas. Je pense qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et que si je lui avais raconté ce qu'était Breton, il en aurait eu horreur, très vraisemblablement. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit très compatible. Ça donne déjà une idée des contradictions qui habitent Fata Morgana. Tout à fait. Voilà. Et alors, pourquoi Fata Morgana? Parce que c'est le dernier grand poème écrit par André Breton, qui a ce titre, Fata Morgana, parce que c'est en même temps la fée Morgane, donc la fée, et j'aime bien les fées, et que c'est un mirage qui apparaît dans le détroit de Messine, donc un mirage méditerranéen. Et puis j'ai découvert après coup, quelques années après, que c'était non seulement un mirage méditerranéen, mais le nom du mirage, un peu pour les Italiens et surtout pour les Allemands, qui disent, tu sais, dans Coq en stock de Tintin et Milou, quand les Dupont voient une mare dans une oasis comme ça, et qu'ils se jettent dedans, et en français ils se relèvent en disant c'était une saleté de mirage, et en allemand, je me rappelle, ils disent c'était une saleté de Fata Morgana. Alors je voulais reprendre l'image allemande sur un catalogue, mais c'est très compliqué. Les droits de Tintin sont extrêmement coûteux, compliqués, et on ne peut pas reprendre facilement une image de. Nous parlerons de la question des droits parce que tu réédites souvent des textes. Par exemple, là, tu viens de rééditer, là, voilà, Georges Bataille, oui. Le Souverain. Donc, oui. Je me suis entendu avec les héritiers de Bataille, voilà. Je paye des droits à la fille. Donc c'est plus facile de Bataille. Donc c'est plus facile de s'entendre. Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Gallimard, elle est beaucoup moins exigeante que les héritiers d'Hergé. Ah oui, oui. Oui, mais parce que c'est quand même nettement moins vendable. J'ai tiré ça, je ne sais plus, je crois que c'est 1000 exemplaires. 700, je crois. Oui. Voilà, 700. 700, je ne sais plus très bien, je crois qu'on a convenu de 5% sur le prix public de vente. Bon, ça reste une somme tout à fait abordable. Hergé, il faut vendre des dizaines de milliers d'exemplaires pour amortir les droits que réclame la Fondation Moulinsart, qui gère les droits d'Hergé. Pour m'amuser sur la couverture d'un catalogue comme ça, un événement amusant 5 minutes, c'est tout, donc ça ne méritait pas autre chose. Voilà, donc c'est cette dimension de mirage méditerranéen qui a été à l'origine de Fata Morgana. Qui était à l'origine du nom de Fata Morgana. Du nom, mais que voulais-tu faire au début, quand tu t'es lancé dans cette aventure éditoriale? Rien. C'est-à-dire rien. D'ailleurs, c'est à ça que je suis arrivé, comme disait très justement Groucho Marx, parti de rien, je suis arrivé nulle part. Tu es arrivé, là, tu n'es rien par rapport au mirage. Il faut aller chez Bruno Roy pour se rendre compte du trésor. Ces personnes sympathiques qui sont venues là, elles sont venues sur ton nom. Moi, personne ne sait qui je suis. Alors, mettre un grand machin marqué rencontre avec Bruno Roy, bon, c'est à peu près comme si à Montpellier, on mettait un grand panneau, rencontre avec je ne sais pas quel Tunisien relativement obscur. Si la Tunisie intéresse dans la mesure où il y a eu révolution. Oui, mais enfin, un nom comme ça qui n'évoque rien, c'est pas. Non, je ne voulais rien faire au départ. J'étais universitaire, je suis resté d'ailleurs universitaire les 40 ans nécessaires pour avoir une retraite presque décente. C'est de ça que je dis, pas du tout des éditions, où j'ai toujours été bénévole. Mais au départ, je trouvais que je possédais le manuscrit d'un peu inédit de Benjamin Perret. Et comment l'as-tu pu? Je l'ai acheté, je ne l'ai pas volé. Je l'avais acheté chez un marchand. Raconte-nous. Ça n'a aucun intérêt de savoir à quel marchand j'ai acheté ce poème. Peu importe, j'avais ce poème. Et donc, Éric Lesfeld a entrepris les œuvres complètes de Benjamin Perret. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant quand même, j'ai ce poème inédit, je vais en faire une plaquette avant que ça soit dans les œuvres complètes, comme ça sera... Voilà, et ça a été le premier livre de Fata Morgana, une plaquette tirée à 125 exemplaires avec 2 gravures d'un peintre surréaliste, Robert Lagarde, mon nom ne vous dira rien, parce que c'était un surréaliste de la dernière vague, et
d'un renom extrêmement limité. Nous avons fait cette plaquette et je ne pensais pas faire jamais un deuxième livre. Et puis, on a tout vendu en quelques semaines de ces... Et j'en ai fait un deuxième, donc, qui était un texte de Roger Gilbert-Lecomte. Alors, je n'avais pas le manuscrit, mais j'étais passionné par le grand jeu, Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal. Ce texte n'était pas disponible, il avait paru dans une obscure revue des années 30. Je me suis dit, on va en faire un petit livre, 250 exemplaires. On les a vendus aussi. Alors du coup, j'ai envoyé ce livre, Gilbert Lecomte, je l'ai envoyé à un certain nombre d'écrivains que j'admirais, en leur disant, voilà, j'ai fait ce livre, j'aimerais bien faire un livre avec vous. Et à qui? Alors j'ai envoyé. Qui as-tu pensé en premier? Michaud, Léris, Braque, Ponge, Mandiargue, je ne sais plus, bon, comme ça. Jabès. Il n'était pas encore connu à l'époque. Non, pas Jabès. En tout cas, il n'était pas dans la première vague à qui je l'ai envoyé. Bon, et puis, naturellement, un ou deux ont répondu poliment, oh, c'est très bien, on verra. Lesquels? J'y pense, je ne me rappelle plus, et puis c'est anecdotique. Et puis, il se trouve que Roger Caillois a répondu, c'est le seul qui a répondu positivement. Il m'a dit, bah oui, pourquoi pas, oui, c'est bien. J'ai connu Gilbert Lecomte quand j'étais lycéen, il était étudiant, venez me voir. J'étais voir Roger Caillois qui était à l'UNESCO, directeur de la rue de l'UNESCO, qui n'était pas encore académicien à l'époque, enfin, qui était une personnalité impressionnante. Pour un jeune homme, j'avais 25 ans, j'étais encore étudiant, je me suis entré à la fac en 68, dans la vague de recrutement de 68. Je ne sais pas si la révolution tunisienne va entraîner autant de... Non, elle va entraîner autre chose. D'embauche universitaire. Je vous souhaite en tout cas qu'il y ait une grande vague laissons ça de côté. Bon, voilà. Toujours est-il que je suis entré à l'université en 68, comme tout le monde, j'allais dire. Mais donc, là, c'était en 65, 66, je n'avais pas encore de statut universitaire. J'ai été voir Caillois, et qui m'a donné un très beau texte qui s'appelle Oblique, qui est repris. Enfin bon. Et je lui dis, mais j'aimerais bien associer un peintre. Le premier livre, il y avait un peintre vers la gare. Le deuxième livre, c'était Joseph Simard, qui était le grand peintre du grand jeu, qui m'avait donné une gravure pour ce livre. Et donc j'ai dit à Caillois, j'aimerais bien, là aussi, c'est un peu au départ, l'idée de Fata Morgana, c'est voilà, le dialogue peinture et poésie, livre de mon ami Yves Perret. Que tu as publié. Que je n'ai pas publié ce livre, mais c'est un travail très remarquable sur le dialogue par le livre, il appelle ça. C'est un excellent livre, passionnant, mais faux. Je m'insurge contre la vision d'Yves, on en a parlé des soirées entières, et il a reconnu qu'il avait tort, que la prochaine édition, parce que pour lui, le dialogue, c'est le dialogue entre l'auteur et l'artiste. Et je lui dis non, c'est un dialogue à trois, c'est un dialogue entre l'auteur, l'artiste et l'éditeur. Il a convenu qu'en effet, il avait sous-estimé le rôle de l'éditeur. Alors, j'ai probablement tendance, moi, à le surestimer, c'est logique. Je défends mon activité. Mais donc, une des spécificités, je crois, de Fata Morgana, c'est ce dialogue que j'essaye de maintenir. Vous verrez en regardant certains des livres. Peut-être le choix n'est peut-être pas parmi les plus convaincants parce que certains livres, là, ne sont pas du tout. Oui, là, certainement. Mais je ne sais pas, par exemple, Henri Corbin sur Awardi d'Alep, c'est une étude sérieuse, solide et universitaire, et qui ne m'a pas semblé appeler nécessairement l'intervention d'un artiste. D'autres livres, donc c'est pas systématique. Quelqu'un tout à l'heure me parlait de Lévinas, et c'est vrai, j'ai édité 8 livres d'Emmanuel Lévinas qui ne sont pas illustrés. Il n'y a pas d'intervention de peintre dans les essais philosophiques de Lévinas. Ça n'aurait pas beaucoup de sens.